Bon, les gars, il est tout beau, il est tout chaud, il est tout bronzé, il est tout magnifique, il revient des tropiques, il rentre de vacances, il n'a pas rejoint le collectif Némésis, il ne tenait pas, trop de compromission, trop de bassesse, de magouille. Il nous revient donc pour un nouvel épisode de Bon à tirer. Je suis avec Mos Mayorum, comment ça va Mos? Eh ben ça va très bien, j'ai entreaperçu le soleil, figure-toi, au milieu de toute la pluie parisienne, et ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai éprouvé un Bravo. plaisir simple, proche de celui de Diogène le cynique, en train de se balader sur un marché, tu vois. Là, je me suis gratté le ventre et j'ai regardé le soleil. Voilà, c'était génial. C'est pas trop mal, c'est un bon choix de vie, une bonne manière d'aborder les choses. Et une autre façon de prendre le cinéma, de prendre les choses bien, c'est justement le cinéma, de profiter de la vie, de profiter des belles images. Et pour ça, on reçoit aujourd'hui un invité. Alors, c'est la première fois qu'il passe dans le podcast, mais si vous suivez le Hussard, vous avez déjà vu qu'on a fait une vidéo ensemble il y a quelques temps sur Barjavel. Voilà, si vous l'avez pas vu, allez la voir, abonnez-vous. Activez la cloche. C'est notre ami Cato Minor de la chaîne Cato Minor. Comment ça va? Salut, bah ça va super bien et ça me fait très plaisir d'être invité dans ce podcast avec vous deux, hein, vraiment. C'est super sympa, merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de donner un peu comment dire, de se retrouver un peu entre youtubeurs. On avait déjà fait ça avec la cartouche et tout, et ça s'était très bien passé. Donc c'est toujours assez cool. Est-ce que tu veux présenter un peu ton travail sur YouTube pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que je pense que ça peut être intéressant. Tu gagnerais à être plus connu, encore plus connu que ce que tu es déjà, bien sûr. Merci. Et ben moi je fais des vidéos sur la littérature aussi, mais avec une approche vraiment différente de toi, hein, le Hussard. J'essaye de faire, en gros, j'essaye de faire un emballage un petit peu plus pop culture, si on veut. Donc c'est pour ça qu'on va parler de cinéma, parce que j'essaye de lier à chaque fois un sujet, un roman, un livre, avec un film ou un événement d'actualité. Et j'ai une approche un petit peu différente dans le sens où je présente plus par livre plutôt que par auteur, plus par petit sujet plutôt que par auteur. D'ailleurs, je t'en avais parlé quand je t'avais contacté au début pour faire une vidéo. J'avais envie qu'on fasse une sorte de ton format un peu débat entre la vision de Sainte-Beuve que tu défends, où c'est présenter un auteur pour comprendre un petit peu ce qu'il veut, pour mieux comprendre son œuvre. Et moi, c'est vrai que j'ai une position qui est un petit peu plus... Chaque livre, chaque idée peut être prise en sortant un petit peu du contexte. Et donc, c'est un petit peu ça que je propose plus sur ma chaîne, c'est rentrer directement dans un livre en le liant à un sujet typiquement de cinéma ou de culture populaire. Oui, en fait, ce que je voulais dire pour donner un peu un exemple aux gens, c'est que par exemple, pour parler de L'Homme qui rit de Victor Hugo, tu vas leur parler du Joker. Pour parler de crise existentielle, tu as fait une vidéo sur Bref il n'y a pas longtemps. T'as parlé de... Alors là, je ne sais pas si c'est celui que j'aurais fait, mais tu as parlé de Marcel Proust en utilisant Minecraft. Tu sais qu'on a eu un débat là-dessus. Moi, je suis un très grand fan de Minecraft et un peu moins de Marcel Proust, mais quand même, si j'aime bien quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici, parce que tu vas pouvoir apporter, je pense, un regard complémentaire par rapport à ce que moi j'ai déjà fait. J'ai aussi un format sur ma chaîne où je parle de films parfois pour les comparer, les dynamiques d'adaptation et les dynamiques d'écriture de romans, mais c'est pas tout à fait la même chose que de vraiment analyser en profondeur de façon un peu plus exhaustive les rapports entre cinéma et littérature. Donc voilà, et je sais qu'on sera en bonne compagnie, puisque Mo c'est aussi un homme d'une culture foisonnante et débordante, qui en plus a des vacances pour regarder des films. Donc on espère qu'il est à jour. Est-ce que tu es à jour, Mo? Est-ce que tu es hypé? Alors, je suis hypé, mais moi, j'ai pas pu voir l'intégralité de Bref version série. J'avoue que c'est une qualité, voilà, jusque-là. je sais pas si c'est vraiment un problème, je suis pas sûr d'avoir raté grand chose, mais en tout cas je suis hypé, et donc je te propose qu'on lance un petit générique peut-être. Mais pourquoi est-ce que tu veux lancer un générique alors qu'il y a encore des gens qui n'ont pas acheté de bouquin? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? Est-ce que tu crois que ces gens ont mérité qu'on lance le générique? Non, il faut que tu leur parles de Thomas Sowell. Parle de Thomas Sowell. Écoute, Thomas Sowell, en fait, même sur mon lieu de vacances, tu ne le sais pas, j'ai choisi un B&B sur une plateforme bien connue, et je me suis retrouvé littéralement en face du siège du Parti Socialiste du pays où j'étais. Et avec des affiches géantes du Parti communiste local qui répandaient exactement le même genre de fiel qu'on entend en France, c'est-à-dire le côté il faut taxer plus, il faut empêcher que les entreprises puissent fonctionner, etc., etc. Avec un petit bonus, le tourisme c'est pas bien, donc il y avait des petits tags, dehors les touristes, cassez-vous, machin. Bref, c'était super, et ça m'a redonné envie, tu vois, d'aller lire
des textes économiques. Alors je suis allé lire notamment l'économie en une leçon de Hazlitt, qui est un vieux bouquin qui date de 46, mais en fait je trouve que c'est très distrayant parce qu'il analyse déjà à l'époque une partie des problématiques économiques, en tout cas telles qu'elles sont présentées aux gens, avec des astuces rhétoriques plus ou moins subtiles, et je trouve que Sowell c'est vraiment la mise à jour moderne de ça, et donc encore une fois, Illusion de la justice sociale, donc c'est le titre du livre de Sowell. C'est vraiment un indispensable pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont agacés par des taxes, des impôts, de la fiscalité, des normes, de la bureaucratie et toutes sortes de justice sociale qu'on leur met à toutes les sauces. Voilà, donc allez l'acheter, allez le lire. Ouais, bah écoute, c'est une très très bonne idée. Moi, je plus sois complètement ce constat. Allez lire du Thomas Sowell, c'est vraiment bien. Moi, je commence à... Tu sais, j'ai des abonnés de toi qui viennent me voir pour me dire que Thomas Sowell c'est de la balle. Voilà. Et donc, je leur dis d'accord, écoutez, je n'ai pas d'action chez Carmin, je suis pas sa mère, voilà, je sais pas, je peux pas lui en dire plus que ça, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a vraiment un... Comment dire, il y a un engouement, il y a des gens qui saluent le travail fourni, donc c'est vraiment très très cool. Si jamais vous voulez résoudre le problème du communisme de façon un peu plus frontale, vous avez une autre méthode, c'est la méthode de l'hydre à la Giberne, voilà, ou alors à lui la méthode PIRL, c'est-à-dire que c'est des coups d'épée. En fait, le socialisme est soluble dans les coups d'épée. Voilà. C'est-à-dire que si vous frappez suffisamment fort, au bout d'un moment, il n'y a plus personne pour vouloir vous imposer une 45e fois ce mois-ci. Donc, vous pouvez aussi aller sur le site de la Giberne. C'est deux méthodes. Voilà, il y a la méthode Afuera et la méthode Afuera plus tronçonneuse. Voilà, c'est deux écoles. Donc, maintenant que vous y êtes allé, parce que depuis le temps qu'on vous régale, vous y êtes allé. Vous êtes allé, vous avez pris tout le catalogue comme ça, vous en avez pris un autre pour votre famille, votre belle famille, machin. Vous avez ralasse, vous avez pris 25 bouquins. Là, on peut y aller. Là, on est prêt pour le générique. Est-ce que vous êtes bons, messieurs ? On est bon. Allez, générique. Regagnez le carré ! Feu ! Bon, alors... après ce générique de grande qualité, messieurs, par où voulez-vous commencer ? Est-ce que, Kato, peut-être je te laisse un peu lancer un peu le sujet. Et comment, toi, l'idée, ça t'est venue de présenter la littérature en la mêlant au cinéma ? Est-ce que c'était un truc qui était complètement naturel à tes yeux ? Est-ce que tu es un gros consommateur ? Ou est-ce que c'était, au contraire, peut-être quelque chose que tu as eu inventé sur le coup et qui n'était pas du tout dans ton ADN profonde ? Alors non, je suis pas vraiment un cinéphile. Hein. Moi, j'ai regardé les films que tout le monde a regardés. En fait, je suis pas du tout pointu sur le sujet. Mais tout à l'heure, je t'ai parlé de l'emballage, justement, l'emballage d'une vidéo. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, la façon d'aborder un sujet pour donner envie à quelqu'un. Moi, je sais que le but un peu profond de ma chaîne, c'est de donner envie aux gens de lire, tout simplement. Parce que moi, je me suis remis à la lecture seulement il y a quelques années. Je peux pas dire que j'étais un grand lecteur toute ma vie. Et ça a vraiment changé ma vie, je pense que je peux le dire. Et donc j'ai envie en fait de donner envie aux gens de lire. Et ça me fait penser à ce que vous aviez parlé dans le podcast il y a 2 semaines avec la cartouche. C'était que tu t'étais posé la question, Luissard, si la littérature il n'y avait pas ce côté un petit peu élitisme. L'élitisme dans la littérature, le fait que les gens seraient un peu frileux parce qu'ils considèrent que c'est un domaine qui est hors de leur... qui est pour un type de personne qui est d'intelligence supérieure un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé quand je discute avec des gens et que je leur dis que je me rattrape un petit peu en lisant des classiques. Souvent, ce qui revient, c'est que c'est un petit peu intimidant. Les grands noms, les Victor Hugo, même les Alexandre Dumas ou quoi que ce soit, Albert Camus, les gens ont l'impression que non, c'est vraiment inaccessible pour eux. Et en fait, pour moi, d'emballer mes vidéos d'une certaine façon, pour montrer qu'il y a des parallèles avec, je sais pas, typiquement comme on a dit, le Comte de Monte Cristo qui est sorti au cinéma, ou la série Bref 2 qui vient de sortir, que tout le monde a regardé, et ben moi dessus je vais parler de La Chute d'Albert Camus, et en fait ça montre un petit peu aux gens que la littérature c'est juste accessible à tout le monde. Donc ça a été vraiment ça mon moteur en fait, d'emballer mes vidéos comme ça. Comment tu es revenu toi à la littérature à la base ? Qu'est-ce qui t'a ramené vers la littérature ? Tu as eu un déclic sur un livre en particulier ? C'est un film qui t'a donné envie ? Comment tu es revenu vers ça ?
Alors, en fait, j'ai toujours eu envie d'y revenir parce que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup et ça s'est perdu à peu près au niveau du lycée, j'imagine. Donc, c'était presque en fait l'éducation qui nous faisait lire certains livres et moi, un peu en réponse, je les lisais pas et du coup, j'ai trouvé ça. Après, j'ai eu d'autres centres d'intérêt. Ah, t'étais un rebelle. Bah, T'étais un rebelle. un C'est pas petit tu peu, lisais je pas les pense que bouquins, quoi. c'est un petit peu ça, c'est la réaction de base, quoi. Et du coup, j'ai complètement perdu l'habitude de lire, mais j'avais toujours envie de le faire. Et en fait, pendant longtemps, je sais pas, je me voyais un petit peu peut-être trop beau, et donc je me lançais dans des grands Nietzsche, dans des Hannah Arendt, les trucs qui sont complètement imbuvables et qui faisaient que je feuilletais quelques pages, et puis je me disais, non mais la lecture, c'est pas fait pour moi, j'ai complètement perdu ça. Et je pense que le déclic, c'est justement le Comte de Monte-Cristo, que j'ai lu et que j'ai vraiment dévoré, pour le coup. Pour moi déjà j'étais très content parce que c'est un gros livre, donc ça fait plaisir de se dire que j'ai lu un livre de 1500 pages et c'est vrai que c'est tellement facile à lire, tellement agréable que du coup je me suis dit mais en fait il y a vraiment, enfin la lecture ça peut être ça en fait, ça peut être ça, et ça a été vraiment le déclic. Et après je dois dire aussi euh, que les chaînes YouTube qui parlent de romans m'ont aidé. Et c'est ça. Et typiquement, la chaîne du Hussard m'a fait ajouter énormément de livres à ma liste de lecture. Putain, ça fait plaisir. Si mère d'entendre ça, c'est toujours bien de voir qu'on intéresse les gens. Alors c'est super intéressant parce que déjà l'élitisme en littérature, c'est un sujet qu'on retrouve un peu tout le temps dans nos différents podcasts. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une nature, en tout cas une forme élitiste de la littérature et qui peut intimider les gens, et que justement l'enjeu c'est d'avoir des médiateurs culturels. C'est un bon terme de gauche, mais dont il faut pas se méfier. C'est vrai, il nous faut des gens qui nous présentent aux œuvres et qui nous y amènent. Alors moi j'essaye d'y amener par une méthode un peu salée, qui est de tacler les gens sur des sujets de société ou des sujets de fond de la société française. Et toi, c'est par la méthode sucrée, la méthode un peu acidulée, qui consiste à leur mettre des petites références de pop culture, souvent qui font référence à des actualités assez récentes de cinéma. Et je trouve que c'est bien ces deux approches qui sont assez complémentaires. Et je pense qu'elles montrent aussi deux rapports au cinéma qui sont assez différents, parce que en fait, je trouve tu vas peut-être me dire si tu es d'accord ou pas, mais j'ai un peu l'impression qu'on vit à une époque où on est entouré de gens qui pensent que, bon, peu ou prou, un film et un roman, ça peut se valoir. C'est-à-dire que s'il y a un peu moins de profondeur dans le film, au moins on se rattrape, parce que le film c'est beaucoup plus rapide à regarder que le roman. Et donc en fait, on peut faire l'un sur l'autre. Et moi, j'avoue qu'en réaction à ça, peut-être pas que en réaction à ça, mais disons que j'ai toujours eu du mal à considérer le cinéma comme un art majeur, et j'ai eu tendance à le traiter, notamment dans des vidéos, comme un élément, un peu presque méprisable, si je force un peu le trait. Ce qui est d'ailleurs la vision qu'en avait quelqu'un comme Michel Audiard, par exemple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui du coup sont partis du principe que je ne regardais jamais de films, ou que ça m'intéressait pas du tout, alors que si, je suis au courant qu'il y a des adaptations de films et que elles se valent pas de livres en film, et que ça se vaut pas toujours, et qu'on n'a pas toujours les mêmes résultats, etc. Par exemple, tu as cité le Monte Cristo avant. Pour moi, je pense que c'est l'archétype de ça. C'est un film qui est intéressant à regarder, qui est pas très très fidèle au roman, mine de rien, qui change complètement la dynamique du roman. C'est des choses que tu as montré dans la vidéo que tu avais consacrée à Monte Cristo, mais on pourrait encore en dire d'autres choses, qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et pourtant, c'est quand même un truc qui est agréable à regarder et qui a mis beaucoup de gens, je pense, sur le chemin de Dumas, parce que j'ai vu, il est sorti avant l'été, et pendant l'été, j'avais vu plein de gens sur les plages lire Les Trois Mousquetaires ou lire Alexandre Dumas, et je pense que ça tombait pas de nulle part. Alors, je sais pas, est-ce que ça vous inspire déjà quelque chose, messieurs, ou est-ce que vous voulez que je continue cette trop longue tirade? Vas-y, Moss. Alors moi je suis pas d'accord avec toi sur le cinéma en fait. Enfin c'est marrant parce que tu le présentes comme étant un truc. En fait toi ce que tu en as gardé, et je pense que c'est un travers de notre génération en fait. Ce n'était pas vrai avant. C'est le côté divertissement des films. C'est-à-dire le fait que en fait tu vas te reposer devant un film après une journée de boulot, après ce que tu veux. Alors que il y a eu une époque où justement en fait le cinéma était une activité à part entière. De la même manière que tu allais au théâtre, ou tu allais à l'opéra, ou tu allais au ballet, et tu allais au cinéma en fait. Et d'ailleurs, il y avait au tout début, si on remonte vraiment très très loin, tu avais des concerts qui étaient donnés pendant que le film muet jouait en fait. Donc si tu veux, c'était pas du tout. Enfin, toi, tu en as la version, on va dire Netflix 3.0, alors qu'en fait, il y a eu une époque où le cinéma, c'était aussi tout un tas
Enfin, c'était quasiment un art total, si tu veux. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu te rends compte que pour faire un film de bout en bout, il faut un mec qui fasse la photo parfaitement, il faut des acteurs qui interprètent parfaitement, il faut un script qui soit bien fait, il faut de la musique et de la bande son qui soit nickel partout. Enfin, il faut une coordination qui dépasse peut-être la plupart de ce que les pièces de théâtre sont capables de faire, en fait. C'est vraiment Oui, un art total de ce point de vue-là. oui, tu mais vois. de ce point de vue-là, mais moi, là où je voulais mettre la focale, c'est sur le fait que, tu vois, un roman, par exemple, il peut te narrer les pérégrinations intérieures d'un personnage, il peut s'attarder beaucoup plus longtemps sur un contexte, sur une époque, il peut faire du style en racontant des anecdotes extrêmement stylées au moment où il décrit un arbre dans un paysage, tu vois. Et en fait, un film aura beaucoup de mal à le faire. Le film, il a pas qu'un seul canal de lecture, parce qu'il peut y avoir de la symbolique dans les images, dans le son, etc. etc. Il y a des choses très intéressantes, y compris dans des films qui ne sont pas du tout adaptés d'œuvres littéraires, hein. Mais en revanche, je trouve que le cinéma, il a ce côté beaucoup plus superficiel. C'est beaucoup plus une façade, en fait. Et c'est peut-être ça qui m'en a éloigné au début. Et en revanche, là où je suis d'accord, c'est que on a tous les travers de notre génération. Et notre génération, c'est la génération Netflix. Et donc, on a eu le phénomène d'être absorbé par cette époque où on peut juste se poser dans un canapé, regarder le film. Et effectivement, il n'y a plus besoin de se donner pour aller voir le film. Mais tu vois, tu me citais les films du début du XXe siècle. Les films du début du XXe siècle, c'est des films qui sont globalement totalement oubliés aujourd'hui. Tu vois, à part 2-3 peut-être, tu vois. Alors, pas tous quand même. Tu vas me citer Enfin, Méliès, je sais mais pas, tu prends, vois. par exemple l'adaptation. Non, mais tu prends l'adaptation de l'œuvre de Kafka par Orson Welles. C'est plus tardif c'est déjà. un- C'est plus tardif. C'est nettement Oui, plus c'est tardif. beaucoup plus tardif. Mais si tu veux, là en l'occurrence, tu ressens le malaise profond du personnage avec peut-être au moins autant d'intensité que quand tu lis le bouquin. Parce que si tu veux, Oui, je suis tout dans d'accord. le Je suis d'accord, film c'est un bon exemple. est Ouais, c'est un discordant, bon exemple. malaisant exprès, etc. tu Ouais. vois. Et je veux dire, tu peux reconnaître le génie de la mise en scène qui fait que tu te sens toujours mal à l'aise dans ce film de bout en bout. En fait. Ok, alors prenons le problème à l'envers. Est-ce que, messieurs, il y a un film récent adapté d'une œuvre littéraire qui vous paraît, par son intensité et son intérêt, concurrencer l'œuvre littéraire? Et là, ça y est, ils sont collés, c'est fini. Aïe, coup dur, je réfléchis. Alors évidemment, on pourrait presque dire d'une certaine manière, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être Le Seigneur des Anneaux. Alors c'est pas si récent que ça, et ça concurrence pas exactement, mais c'est quand même un film qui a fait un travail énorme pour vraiment coller au bouquin et l'adapter que quand c'est vraiment nécessaire d'un point de vue audiovisuel. Ouais, moi je l'ai pas trop aimé. C'est vrai honnêtement. Enfin, T'es le premier mec que je rencontre Ouais. qui me dit j'aime pas aimer Le Seigneur des Anneaux, quoi. Vas-y, développe. Bah, j'ai trouvé que c'était un peu du divertissement facile, en fait, justement. J'ai trouvé que ça manquait de... en fait, souvent, ça part sur des grands plans larges avec des scènes de bataille, etc. Et je trouve que on perd un petit peu de la personnalité, de l'intimité du... Enfin, tu vois, je trouve qu'on perd un peu trop les personnages. T'en as pensé quoi, toi, Kato? Moi, j'avoue que j'ai pas trop aimé non plus, mais c'est Ah ouais plus. Putain, mais incroyable. Ouais, non. Incroyable, on a trouvé les deux seuls mecs qui ont pas aimé Le Seigneur des Anneaux de toute cette génération, quoi. Après, moi, c'est plus le côté fantastique, tout l'univers comme ça que je trouve très bien, très intéressant, mais en fait, moi, c'est pas du tout mon truc, donc je pense que c'est très personnel, j'ai pas un avis assez objectif là-dessus. Ouais. Vraiment, j'ai pas du tout accroché, quoi. D'accord, et toi t'aimes plus plutôt peut-être les films plutôt policiers, plutôt les drames psychologiques, qu'est-ce qui te fait vibrer un peu comme type de film? Oui, c'est vrai que j'aime bien ce genre de film, typiquement à la Seven, je sais pas si Ouais, vous voyez un peu. ouais, je vois Ouais. très bien. Je vois Ouais, très bien. J'aime bien ce genre de film, ouais. Bah, tiens, dans le genre, t'avais Fight Club aussi, qui Mm. pourrait être considéré comme étant une adaptation d'un ouais. livre qui, à mon avis, est franchement au moins aussi bien que le bouquin. Enfin, Peut-être parce sais que, pas ce que t'en le penses. bouquin est pas si bien que ça. Ça Bah ouais, je crois. non mais le bouquin est bien quand même, faut pas. Je sais qu'il y a des auditeurs qui sont des fans absolus de Palahniuk, et si jamais je m'avise de dire une saloperie, je vais avoir ma boîte mail qui va exploser. Donc voilà, mais effectivement, je trouve que c'est toujours. Il y a un truc qui m'a vraiment intéressé récemment, enfin relativement récemment, c'était l'adaptation de, mais j'en ai parlé sur ma chaîne, de À l'Ouest rien de nouveau, la version qui était sortie sur Netflix, comme quoi il faut pas désespérer, parce qu'en fait ils avaient complètement morcelé le roman. Ils s'étaient dit ok, on peut pas aller dans certains trucs du roman, donc on va le refaire à notre sauce pour pouvoir montrer ce que le cinéma peut montrer de meilleur, c'est-à-dire des beaux plans limite un peu contemplatifs et puis des scènes d'action assez débridées. Je sais pas, vous l'avez vu ce film, messieurs? Non, moi, Non. j'ai pas vu. Ah bah putain, bah bravo, Ouais. bravo, personne n'a rien vu, c'est catastrophique.
Attends, je suis en train de repenser à un film absolument extraordinairement bien filmé, qui m'a beaucoup parlé en tout cas. Ouais. Macbeth sur Apple TV. Alors, C'est un je suis truc tombé récent. dessus. Ouais, Pas vu, genre moi. 2022 ou un truc comme ça. Ok. Attends, je vais te retrouver pardon, 2021, la tragédie de Macbeth. Ok. Et c'est réalisé par Joel Cohen. D'accord. Il me semble que c'est un des deux frères Cohen, si je me trompe pas. D'accord. Ok. Et franchement, c'était assez... Ouais, Ouais. Tu valides? très bien. Mais- Ouais, je Et, valide. alors après, pour le coup, Macbeth, c'est pas exactement. Enfin, c'est pas pareil, c'est une pièce de théâtre, tu vois. C'est comme. C'est pas tout à fait comme un roman, tu vois. Y a pas c'est pas le même truc. Limite, le théâtre, c'est un peu le cinéma avant le cinéma, tu vois, si je peux dire ça d'une certaine manière. Ça a pas tout à fait la même dynamique qu'un roman. Oui, je suis d'accord. Après, les bonnes pièces de théâtre s'adaptent très très bien au cinéma. Oui, Enfin, je bien veux dire, il y en a un paquet Ah ouais. qui ont été adaptés. Même des trucs un peu plus rigolos. Je crois que c'était typiquement Le Prénom, c'était une adaptation aussi d'une Ah ouais pièce de théâtre. Ah, je savais pas ça. Je crois, ouais, Ok. il me semble. Ok, j'apprends. Et pour, pour revenir sur ta question sur Le Seigneur des Anneaux, moi ce que j'aime bien dans les films, c'est que ça permet de mettre quand même de matérialiser vraiment un univers visuel qui n'est pas forcément évident quand on est en train de lire. Moi je sais que par exemple quand j'étais jeune, un livre que j'ai vraiment dévoré, c'était la série Harry Potter. Alors voilà, on en pense ce qu'on veut, mais moi j'avais adoré à l'époque. Et j'ai grandi avec les films qui sortaient au fur et à mesure. Et les films, bon, du coup, forcément, quand on a lu les livres, les films semblent un peu fades, où on ne retrouve pas toute la profondeur du film. Mais justement, à chaque fois que j'allais voir ce nouveau film qui sortait, ça me donnait très envie de relire parce que j'avais des éléments visuels. Maintenant, il y avait Poudlard, comme ça, le château que je voyais. Et que du coup, en lisant, je m'étais imaginé des choses et j'avais maintenant tout cet univers visuel qu'avait créé le film. Et je trouve que c'est assez intéressant. J'imagine que pour les fans du Seigneur des Anneaux, même s'ils ont sûrement dû trouver plein de choses à redire s'ils avaient lu le livre et qu'après ils vont voir les films, je pense quand même que c'est très intéressant. Bon, en plus, le Seigneur des Anneaux, qui est une réussite cinématographique objective, hein, même si moi j'ai pas aimé personnellement, ça c'est autre chose. T'avais vu le Hobbit aussi ou pas? Est-ce que vous aviez vu le Hobbit, messieurs? Oui, j'avais vu le Hobbit. Parce que moi j'ai lu le. Alors à chaque fois, oui, j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais en fait, le Seigneur des Anneaux, je fais partie de ces gens qui ont lu les bouquins et après qui ont vu les films. Donc je les ai vus assez tard. Et pareil pour le Hobbit. Et en fait, c'est violent parce que le Seigneur des Anneaux, tu vois, il y avait un travail pour arriver à condenser, à pas. Parce que les romans sont vraiment très très longs, donc même dans la Director's Cut, c'était pas facile de tout mettre. Le Hobbit, c'est l'inverse, c'est qu'en fait, la moindre petite phrase du bouquin devient une scène de 10 minutes parce qu'en fait, le bouquin il fait 300 pages et ils ont besoin de faire 9 heures de film avec. Et j'ai trouvé que c'était. Moi, j'ai trouvé ça détestable en fait, le Hobbit. Ça sent vraiment la pompe à cash. En plus, bon, l'arachnophobe qui sommeille en moi a pas vraiment apprécié les scènes avec les araignées, tu vois. Donc, déjà dans le Seigneur des Anneaux, il y en avait une. Ouais, j'ai trouvé qu'il y a, tu vois, il y avait un équilibre qui avait été trouvé dans le premier Seigneur des Anneaux, enfin dans les premiers les films des Seigneur des Anneaux, qui n'avait pas été retrouvé dans le Hobbit. Voilà, une qualité, quelque chose qu'on a apporté au spectateur qui n'avait pas été retrouvé après. Je sais pas si tu partages cet avis. Pour le coup, moi j'avoue que j'ai pas lu Les Seigneurs des Anneaux, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ah bah bravo, putain, c'est incroyable. Ça tient une chaîne de littérature, mais quelle honte. Et alors, Mais du coup, est-ce que toi, le Hussard, tu fais partie de ces mecs qui vont à la fin du cinéma hurler à la sortie oui, moi j'ai lu le livre et j'ai préféré le livre au film. alors, putain, ça c'est insupportable les mecs qui font ça. Parce que t'as des cas, alors il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Mais t'as des cas, je suis sûr, où le film est meilleur que le livre. Ça existe. Justement, si j'avais fait une vidéo juste après celle qu'on a sortie ensemble, on a fait sur Barjavel, et moi j'avais fait sur Soleil Vert. Je sais pas Oui, si tout vous à fait, avez- tout à fait, ouais, exactement. Et moi j'avais trouvé, donc j'avais lu le livre que je trouve bien, Ok. et je trouvais que le film apportait quelque chose en plus, parce qu'en fait ce côté, donc je sais pas, vous l'avez vu et lu Moi j'ai vu le film, j'ai pas lu le livre. Moi pareil, Et- la même chose. Et ben du coup, si vous vous souvenez du film, vous voyez très bien que ça parle de cannibalisme un petit peu, enfin dans le sens où on transforme les gens qui vont au foyer, là on les transforme en nourriture pour la populace. Et ben en fait ça, il n'y a pas du tout ça dans le livre, juste pas du tout. C'est pas un élément du Ah livre. ouais.
D'accord. Pas du tout. Donc il y a ce côté New York futuriste, cette ville qui est blindée de monde, où tout le monde, où il y a une chaleur accablante, et il y a aussi ce côté enquête. Enfin, tout est respecté, mais ils ont apporté cet élément en plus, et je trouve que pour le coup, alors l'auteur d'ailleurs apparemment était foudrage parce qu'il avait vendu les droits avant, et après du coup il avait plus le droit de rien dire. C'est toujours pareil. Mais en plus, Stephen King, c'est un peu un habitué de ça. C'est-à-dire qu'en gros, il vendait ses droits au cinéma et les mecs, ils mettaient son nom sur n'importe quoi qui avait rien à voir avec le bouquin original. Il y a eu des tas de films qui ont eu ce problème-là. Parce que le cinéma, c'est aussi ça, c'est que c'est une industrie avec des gros sous et parfois ils manipulent un peu l'héritage. C'est ça. Ouais. Juste un peu. Hein, et voilà. du coup. Exactement, et lui il disait que ils avaient fait ça pour le sensationnalisme, etc. Alors qu'en fait, je trouve que ça apporte vraiment, vraiment quelque chose. Alors, et pas seulement le côté thriller, un petit peu enquête, où on sent qu'il y a quelque chose qui se cache. Je trouve que ça apporte vraiment une réflexion intéressante. Enfin, quelque chose en plus. Moi, je dirais c'est le centre du film, en fait. C'est le centre du film. Oui, même si c'est dévoilé qu'à la fin, c'est quand même, oui, c'est le centre du film. Parce que c'est marrant, parce que moi je l'avais vu, j'étais ado quand j'ai vu une première fois ce film, et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, il y a genre 1 an et demi. Et en fait, je m'attendais à ce que... Enfin, je suis pas dans mes souvenirs, c'était vraiment le cœur de l'intrigue, si tu veux, cette histoire-là. Alors qu'en fait, ça arrive relativement tard, je pense qu'il y a bien 35 minutes où il se passe pas tout ça, en fait. Et donc, j'étais là et je me disais, mais attends, mais ils étaient pas censés se bouffer à un moment donné, là? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, ça venait pas. Et je l'ai trouvé relativement long à la mise en route quand je l'ai revu. Parce que j'en avais un souvenir un petit peu différent. Et... C'est marrant. Exactement. Bah moi, ça m'a fait exactement le même truc, parce que je l'avais vu aussi, je crois, au collège, peut-être, on me l'avait montré, ou quelque chose comme ça. Et j'avais, du coup, ça, effectivement, c'était resté en tête. Oh là là, on transforme les gens en nourriture. Et en fait, en le revoyant pour faire ma vidéo, j'avais eu exactement la même impression que ça mettait énormément de temps. Mais je pense que du coup, ça s'explique par le côté sensationnel, c'est vrai, pour le cinéma, mais aussi par le côté, dans le livre, il y a pas du tout cet aspect-là. Donc, on essaye quand même de respecter l'ambiance qu'il y a au début dans le livre. Ouais, c'est intéressant. Alors, après, t'as le cas inverse, c'est le roman qui est strictement inapplicable au cinéma. Ça existe aussi. L'archétype de ça, c'est Voyage au bout de la nuit. Tu sais, il y avait plusieurs fois eu des adaptations qui étaient pressenties pour Voyage. Audiard avait été pressenti avant pour faire les dialogues. Il avait dit putain, Dieu merci qu'on ne l'ait pas fait parce qu'on allait se ridiculiser pour la postérité à essayer d'adapter les dialogues de Céline en film. De toute façon, c'est un truc qui sera jamais fait. Et même là, j'y viens parce que il y a l'écume Ouais, des jours aussi, c'est un peu le même ouais. genre. Pourtant, il y a eu plusieurs tentatives et franchement, je n'en connais aucune qui a été un vrai succès. T'as eu celle qui a été considérée comme un peu moins pourrie, c'était celle de, comment il s'appelle, Gondry ou Gontry, ou je sais plus comment il s'appelle le mec, mais qui date il y a une 10-15 ans, un truc comme ça. Ouais. Et qui est considérée comme la moins pire, mais effectivement t'avais le Proust aussi, La recherche du temps perdu, qui était considéré comme très difficile à adapter. Là ils ont adapté, mais en gros ça consiste à des travelling de galas mondains avec en gros un narrateur qui lit Proust par dessus. Concrètement c'est ça le film en fait, tu vois, c'est impossible, tu vois, typiquement on peut pas rentrer dans l'intériorité d'un personnage, dans les petites subtilités, voilà, c'est très compliqué avec une caméra. C'est pareil, Belle du Seigneur, il y avait eu une tentative d'adaptation. Ouais. Tout à fait. Qui était filmiquement pas si mal, tu vois. Enfin, je veux dire, en l'occurrence, ça se tenait. Mais c'est vrai que quand tu as lu le bouquin, t'étais terriblement déçu parce que toutes les subtilités, toutes les richesses du bouquin ont disparu et ça devient une sorte de grosse comédie romantique améliorée avec 3-4 plans. Alors, je dois dire, super, hein, le casting est bien, les images sont jolies, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est pas au niveau du bouquin. Ouais, et alors t'avais un exemple qui était aussi réputé pour ça, mais qui a réussi à faire démentir sa légende, c'était Dune. Qui a longtemps été considéré incroyable. comme inadaptable au cinéma. Alors, il y a les bandeurs de David Lynch qui vont me dire oui, mais le film de 84. Non, mais arrête-toi. C'était kitsch. Tous les acteurs sont blancs. Le mec, il a un brushing. Il a mis des lentilles bleues. C'est dégueulasse. Les costumes sont nuls. Tout est nul en fait. En fait, on sait pas si les mecs font un clip de Michael Jackson ou un film aussi pour Hollywood. C'est catastrophique. Et donc là, il y a les films récents qui sont sortis. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, messieurs. Est-ce que vous avez envie d'en parler un petit peu? Bah, Cato Minor, vas-y, je te laisse la place pour nous en parler. Je n'ai pas vu ces films. Ah mon dieu! Ah Aïe, mon aïe, dieu! aïe. Ah Aïe, mon aïe, dieu! aïe. Ah! Voilà. Aïe, coup dur. C'est l'aveu, oui. Et tu connais un peu l'univers de Dune ou pas?
Non, Ok. vraiment, je connais pas. Ok, du bah tout. alors attends, on va résumer en 2 secondes pour. Enfin, en 2 secondes non, parce que c'est un peu long, mais en gros, c'est des trucs de. C'est un monde de SF qui se passe dans un monde futuriste technologiquement très avancé, où en fait les humains ont conquis plein de planètes à travers la galaxie qui sont unifiées sous l'égide d'un empereur, et il y a des grandes familles qui contrôlent des planètes. C'est un système féodal en fait, si tu veux. Et en fait, il y a une planète très importante qui s'appelle Arrakis, qui est une planète complètement désertique et qui est la seule dans tout l'univers à abriter un produit qui s'appelle l'épice, qui permet en gros de faire plein de choses, notamment des voyages spatio-temporels, des modifications génétiques, enfin plein de sortes de trucs. Et en fait, si tu veux, c'est toute l'histoire, c'est une lutte entre l'héritier d'une maison qui est déchue, qui s'appelle les Atreides, qui est le personnage principal, qui s'appelle Paul Atreides, et la famille qui contrôle la planète d'Arrakis, qui s'appelle aussi Dune, qui s'appelle les Harkonnen. Donc entre Paul Atreides et les Harkonnen pour le contrôle de cette planète. Évidemment, tout ça sur fond de guérilla. On est quelque part entre le FLN en Algérie et comment dire, Castro à Cuba, quoi. C'est un peu l'ambiance du film. Et je dis pas ça au hasard parce que comment il s'appelle Frank Herbert, donc l'auteur de Dune, il s'était explicitement inspiré de la guerre d'indépendance algérienne et des techniques de guérilla du FLN pour créer l'univers de Dune. Parce qu'il était extrêmement fasciné par la culture islamique et la culture arabe de façon générale. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que des gens voulaient adapter ce truc, comme il y a tellement de lore, tellement d'éléments, c'est tellement massif, ça se pétait la gueule et ça donnait des films qui étaient au mieux banco enfin bancal. Comment on dit au pluriel, bancal ou banco? Bancal, Ouais, bancal. ouais. Qui était bancal, et puis une chaîne de littérature, on vous dit, hein. Et puis sinon ça donnait des films vraiment très désagréables à regarder ou qui n'aboutissaient pas. Il y a eu le fameux exemple de Jodorowsky qui voulait adapter ça. Mos, tu les as vus toi les films Dune ou pas? J'ai vu le 1 et j'ai pas encore vu le 2. D'accord. Je m'étais dit que j'allais le voir au Cinoche et puis finalement j'ai pas eu le temps. Mais le 1, je l'ai trouvé vraiment bluffant. Enfin, Il est beau, hein. visuellement, Ouais. il est magnifique. On retrouve un peu la même ambiance, je trouve, que dans la dernière version de Blade Runner Oui, 2047. tout là. à fait, tout à fait. Cette espèce d'atmosphère un peu orangée, un peu surréelle et tout. Je sais qu'il y a des tas de petits détails rigolos sur la manière dont ça a été tourné. Je crois notamment qu'il y a eu des optiques soviétiques des années 60 qui ont été retransformées pour faire certains plans particuliers avec un... Enfin bref, franchement c'est un très très beau film. La musique est bien, franchement la bande son se prête super bien, c'est planant par moments, c'est top. Non, moi j'ai bien aimé. J'avoue que j'avais trouvé la version des années 80 très très kitsch. Ouais. J'avais pas du tout accroché. Là pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment des très beaux films. Et j'ai eu presque la sensation inverse avec une autre adaptation difficile, celle de La planète des singes. Ah oui. Je sais pas si tu sais qu'il y a plusieurs tentatives qui ont été faites. Il y en a une dans les années 68, je crois, la première version, avec littéralement, c'est quasiment des costumes de nounours chez la foire fouille. Enfin, c'est un peu, voilà. C'est la classe de CE2 de Madame Pierrot qui fait le comment dire, qui fait le spectacle de fin d'année, quoi. Ouais, mais en l'occurrence, moi j'ai trouvé plus intéressante parce qu'elle soulevait des questions un peu philo, des trucs un peu profonds. Et j'ai trouvé beaucoup plus intéressante quelque part que la version moderne qui, en fait, alors je ne sais même plus à quel épisode on en est parce que je crois qu'ils en ont sorti 5 films sur les 10 dernières années. Mais comme c'est étalé dans le temps, enfin même moi je m'y perds, je ne sais plus s'ils en ont sorti 4, 5, voilà. Donc j'avoue que je l'ai trouvé beaucoup moins intéressante en fait parce que très centrée sur de l'action et pas du tout sur la partie intéressante et réflexion et un peu toute cette remise en question qu'il y avait dans les années 70 avec notamment la peur de la bombe en fait. C'était ça le grand délire de l'époque et la peur de l'autodestruction et tout ça. Et je trouve que ça disparaît quasiment totalement en fait dans les nouveaux. Il n'y a pas cette atmosphère-là. Bah, c'est super intéressant ce que tu dis là parce que j'ai l'impression que ça, tu vois, ce que tu mets en avant là finalement, c'est qu'en fonction de l'époque à laquelle le film est réalisé, on retient pas la même chose du matériau originel et on n'en tire pas du tout le même film.
Et c'est intéressant parce que tu vois, quand on parlait de Dune juste avant, le film de 1984, il est archi occidental parce qu'en fait, il était fait dans un monde où l'islam n'est pas un sujet de société majeur en fait. Et du coup, toutes les références un peu islamiques, finalement, elles sont là, mais c'est du folklore, c'est saupoudré quoi. Par contre, dans les films plus récents, tu vois, ils ont casté soit des gars qui font un peu bronzé, qui font un peu arabe, soit des Afro-Américains, soit des, tu vois, et sauf les Atreides et les Harkonnen qui pour le coup sont vraiment typés occidentaux, etc. Ils ont beaucoup plus joué là-dessus parce qu'on sent qu'on n'est plus dans la même société et ça c'est intéressant, tu vois. Mais je pense que c'est vrai pour pas mal de films en fait. L'ASF en particulier se prête beaucoup à ça en fait. C'est que tu l'interprètes en fonction de ton époque. Ouais. Et tes préoccupations se plaquent sur un matériau premier en fait. Ouais, c'est intéressant. Et c'est pareil, je pense que du Barjavel, vous avez traité le sujet tous les deux, je ne vais pas vous dire ce que vous avez déjà dit, mais pour moi Barjavel c'est typiquement l'auteur de SF que tu peux récupérer et que tu peux retransformer à l'envi pour plaquer ce que tu veux, tu vois. Tu prends Ravage, tu pourrais très bien, j'ai vu passer une espèce de comédie française où soi-disant l'électricité et l'internet avaient disparu, les gens se retrouvaient obligés de partir à la campagne, tu avais un trader, tu suivais un trader qui ne pouvait plus trader et qui se retrouvait à aller à la campagne pour habiter dans une ferme, pour survivre, etc. C'était clairement une adaptation de Ravage qui disait pas son nom. J'ai oublié le titre du film, hein, par contre, alors là, ne me demandez pas trop. C'était totalement oubliable d'ailleurs comme film, mais en tout cas, c'était une adaptation de Ravage et très, très orientée sur le côté capitalisme, société numérique, machin. Et clairement, tu aurais fait Ravage il y a 50 ans, tu n'aurais pas du tout fait ça en fait. Tu aurais fait un truc très orienté, bombe atomique, et si les soviétiques avaient une arme secrète qui pouvait couper tous les courants partout en France, etc. Et donc, je pense que c'est aussi ça la richesse des adaptations cinématographiques des films de SF, c'est que justement, tu donnes un outil, et après, les gens ils peuvent l'utiliser pour l'adapter en fonction de leurs préoccupations. C'est vrai que ça m'avait beaucoup. Enfin, je suis totalement d'accord, ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais lu Ravage et du coup j'avais enchaîné avec Soleil Vert et ce genre de dystopie et je m'étais dit, mais en fait, ces genres de romans d'anticipation, finalement, ça en dit plus sur l'époque à laquelle ils ont été écrits plutôt que l'époque qu'ils essayent d'anticiper. Et typiquement, dans Soleil Vert et aussi on le sent dans Ravage, et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder des interviews de Barjavel pour en être convaincu, c'est que la préoccupation à l'époque, c'était la surpopulation. Et c'était, est-ce qu'il faut contrôler les naissances ? Ça en parlait aux États-Unis. Il y avait même le président américain qui avait dit, vous inquiétez pas, dans mon programme, il n'y aura pas de mesure de contrôle de naissance. Et donc, on avait tous toute cette un peu phobie de la surpopulation à cette époque-là qui transparaît vraiment. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, parce que maintenant, on a un petit peu débunké, si on veut, en tout cas, on essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas de problème de surpopulation. Alors après, ça c'est un autre débat, mais c'est-à-dire que oui, effectivement, si un Ravage avait été écrit maintenant ou un Soleil Vert, on aurait une ambiance différente et des dialogues différents. On en aurait un. Donc effectivement, c'est vraiment intéressant et les films peuvent, du coup, en réadaptant ces anciennes œuvres, projeter les préoccupations de l'époque actuelle à laquelle ils sont faits. Alors, un film qui, à mon sens, est très visionnaire pour son époque, parce qu'en fait, il pourrait totalement être fait aujourd'hui, et c'est-à-dire avec quasiment 20 ans de décalage, c'est Le Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film. Peux-tu décliner de quoi il s'agit ? Je vois même pas, moi. En fait, c'est un film où, techniquement, alors je vais spoiler de manière un peu sale, mais techniquement, en gros, on s'intéresse à une société où tout le monde est devenu plus ou moins stérile. Il n'y a plus d'enfants et il y a la dernière mère qui est enceinte, qui porte un enfant et quelqu'un se lance dans une espèce de quête pour essayer de la sauver et de faire en sorte qu'elle puisse accoucher. Bon, voilà, c'est ça le pitch du film en général. Et alors, il est très connu pour quelques trucs, notamment parce que c'est vrai qu'il y a un plan séquence en particulier dans une voiture où tu as des hordes de gens qui attaquent. Et je crois que c'était un des plus longs plans séquences de l'histoire du Cinoche au moment où il est sorti. C'était un plan séquence de 7 minutes. Donc un truc vraiment, c'est assez vertigineux. Tu as toute une chorégraphie, ta caméra elle se balade. Enfin, c'est assez magique comme truc.
Et il y a aussi en fait toute une ambiance un peu dystopique, un peu angoissante, où on se dit mais mince, qu'est-ce qui va se passer, le monde qui n'a plus d'enfants, etc. Et je trouve que à l'époque où il est sorti, il a été un peu vu de haut par beaucoup de gens qui étaient là. Qu'est-ce que c'est ce film sur le fait que les gens puissent plus avoir d'enfants, on va avoir 10 milliards d'habitants en 2050, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il prend une saveur un petit peu différente et beaucoup plus actuelle. Donc peut-être suggestion de films à regarder C'est intéressant. pour les gens chez il eux. est sorti quand? T'as une idée 2006. Ah oui, d'accord, je vois, d'accord. Ok, très bien. Bah, j'irai regarder. T'as réussi à me refourguer une référence, formidable. Il y a un autre film qui est un peu un classique, parce qu'on parle beaucoup de classiques de l'ASF en adaptation. C'est un photomontage avec une bande-son qui s'est transformée plus tard en vrai film. C'est le Famoso, La Jetée de Chris Marker. Putain, ça me dit un truc, ça. Bah, si tu veux, en fait, tu vois tous les musiciens qui font de l'électro et qui écoutent secrètement du Kraftwerk. Et en fait, personne dans le grand public ne sait qui c'est ces gars. C'est des Allemands qui faisaient de la musique dans les années 70-80. Bah, en fait, Chris Marker, c'est un peu la Madeleine de Proust de tous les réalisateurs de SF. D'accord. Et notamment avec ce film, La Jetée, en gros, c'est une série de photos, si tu veux, qui défilent avec un narrateur qui fait une voix off. C'est vraiment l'ancêtre des vidéos YouTube du Hussard, de Mos Maiorum et de Kato Minor, je pense, à peu de choses près. Et c'est relativement angoissant et tout ça. Et ça a donné plus tard L'Armée des 12 singes, qui a été filmé avec Brad Pitt et je sais plus. Oui, c'est un classico ça pour le coup. Gros classique. Mais en fait, L'Armée des 12 singes est vraiment une adaptation complète du film de Chris Marker. Ok. Mais c'est intéressant parce que c'est des thèmes qui reviennent et tu retrouves la peur de la pandémie, la peur du microbe, c'est un truc classique aussi en fait. C'est un truc qui n'a jamais pris une ride en fait. Tu les avais vus toi, Kato, ces films ou pas? Non. Non, je les avais pas vus. Non, je suis le seul. C'est ça, c'est ce que je vous disais, mais putain, le mec qui regarde des trucs de fou furieux et tout. Non, mais je sais que tu as une grosse culture, Moss. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, je me rends compte là. C'est parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des grandes adaptations qui sont sorties au cinéma, mais il y a toute une tradition, notamment en France, de faire des adaptations un peu téléfilmiques, ou en tout cas des plus petits budgets. On a quand même. Enfin, moi, je m'en suis aperçu en préparant des vidéos plusieurs fois. T'as des téléfilms qui reprennent comment dire, des grands classiques de la littérature française dans tous les sens. Alors, mention spéciale à Balzac, Dumas et éventuellement Flaubert. Putain, les mecs se font enchaîner. C'est-à-dire que je pense que des Balzac et des Dumas, t'en as 350. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous avez des Madeleines de Proust, messieurs inavouables, là-dedans? Des films qui ont bercé votre enfance, au contraire des films que vous détestez profondément? Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Voilà, je suis votre psychologue, je vous écoute. Ah bah putain. Le blanc absolu. Parfait. Non, j'avoue que j'ai aucune référence téléfilmique. Ouais. Quand je dis téléfilmique, ça peut être des films, tu sais, plus petit budget aussi, des trucs qui sont sortis au cinéma. Mais parce que tu vois, par exemple, Monte Cristo, quand il est sorti, on l'a beaucoup comparé à la mini-série des années 80 avec Depardieu dans le rôle avec principal. Depardieu, ouais, exactement. J'ai découvert ça dans mes commentaires justement. Ah, tu savais pas que ça existait? Je n'étais pas au courant. D'accord. Non, j'étais pas au courant. Et alors pour le coup, elle est beaucoup plus fidèle. Alors, je crois qu'il y a 4 épisodes, hein, si je dis pas de bêtises. Elle est beaucoup plus fidèle aux matériaux de base parce qu'ils ont le temps en fait de se poser là-dessus. Alors que le film, évidemment, il doit rusher un peu plus. Mais par exemple, tu sais, on aurait pu parler aussi du colonel Chabert, par exemple, qui avait été adapté avec, encore une fois, Depardieu et puis Lucchini. De toute façon, j'ai l'impression que Depardieu et Lucchini ils sont comment dire, abonnés aux adaptations franco-françaises de classiques français. Et ça avait donné un film qui était quand même, tu vois, qui était quand même d'anthologie avec la grande charge. Je sais pas si vous voyez de quelle scène je parle. Au début, il y a la grande charge d'Elo avec tous les cavaliers qui foncent dans la neige, etc., qui est quand même assez réussi. Et vous voyez de quoi je parle. Ça a quand même été un truc qui était pas mal du tout, tu vois. Il faut pas non plus cracher sur le cinéma français qui parfois fait des trucs vraiment intéressants. Et je me rends compte d'ailleurs en parlant de Balzac qu'on n'a pas parlé d'Illusions perdues. Est-ce que vous l'avez vu celui-là? Alors je l'ai vu moi perso, mais je l'avais trouvé plutôt bien. Ouais, moi aussi, franchement, ouais, j'avais trouvé vraiment bien. Kato, tu l'avais vu toi ou pas? Non, je l'avais pas vu. J'avais vu ta vidéo par contre. Ouais, c'est vrai que j'en avais parlé dans une vidéo. Et honnêtement, franchement, c'était vraiment bien. Il y avait un très bon rythme et franchement agréable à regarder.
Et ça m'avait surpris parce que tu vois, je m'étais dit, bon, vu la taille du bouquin, tu vois, ils vont le massacrer dans un. En fait, ils avaient fait le choix de cutter des choses. C'est des choix qui peuvent se discuter. Ils sont pas forcément tu vois, parfaits ou quoi que ce soit, mais au moins il y avait un parti pris qui était intéressant. Et en termes de réalisation, il y avait ce côté un peu nerveux, un peu, tu vois, un peu électrique qui tenait bien la narration et qui faisait que vraiment on accrochait jusqu'au bout. Et ça se construisait vraiment bien. Donc c'était plutôt une vraie réussite, j'avais trouvé de ce côté-là. Voilà. Dans le genre truc télé, moi je me souviens que j'avais regardé plusieurs épisodes des Agatha Christie qui avaient été adaptés aussi par la télé. Ah mais oui, putain, il y avait Maigret, il y avait Agatha Christie, il y avait Hercule Poirot. Ouais, il y avait Maigret putain, aussi. Il y avait tous les trucs, ouais, tous les classicos du genre qui avaient été adaptés, ouais, effectivement. Parce qu'on n'a pas trop parlé de polar et tout, mais je trouve qu'en l'occurrence ça s'y prêtait pas trop mal parce que c'était quasiment des huis clos. Ouais. Donc en fait, même avec un petit budget, un huis clos, t'arrives normalement à faire un truc correct, quoi. Enfin, je veux dire, tu prends pas un décor grandiose, tu t'en sors en fait. Ouais. Et puis t'avais quand ils avaient fait Maigret, t'avais toujours cet acteur qui s'appelait Bruno Kremer, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui avait une gueule. Il avait vraiment une gueule, genre le mec, il était authentiquement moche, mais avec une gueule charismatique, tu vois. Et en fait, ça faisait que ça tenait beaucoup sur lui. En fait, ça tenait beaucoup sur son jeu d'acteur. Et enfin, c'est lui qui portait il portait le film à bout de bras. Donc c'était franchement pas mal, quoi. Voilà. Souvenir de nos enfances et des grands-mères qui faisaient la sieste devant Bruno Kremer. Après, c'est vrai que en fait, c'est aussi c'est un mode de vie. Enfin, je sais pas vous quel mode de vie vous avez, mais honnêtement, moi perso, les téléfilms de ce genre-là, j'ai l'impression qu'ils passent principalement entre 14h30 et 17h, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment l'après-midi, tu sais, où en gros, les vieux, ils ont deux choix. C'est faire la sieste ou faire la sieste, mais devant la télé. Tu vois, genre, ouais. Mais en fait, je me suis d'ailleurs toujours demandé comment ça se faisait. Est-ce qu'il y a une raison de production derrière ça? Est-ce que les chaînes avaient des accords où il fallait qu'ils passent ces trucs-là spécifiquement sur ce créneau-là? Parce que tu vois, personne ne disait jamais à 17h, on va passer un Maigret, tu vois. C'était toujours juste après manger. Je pense que la sieste, c'est une bonne explication. Donc ils étaient conscients que c'était chiant. Ils étaient conscients que les gens allaient s'endormir. Ouais, c'est ça. Non mais attends, mais surtout que en fait quand c'était rediffusé, c'était souvent une rediff d'un truc qui avait déjà été diffusé en prime time un autre soir, quelques mois avant ou quelques semaines avant. Et donc en gros, si tu veux, c'est un peu pour moi, c'est le créneau mort où en fait ils savent très bien que c'est un créneau où la pub va pas très bien rapporter parce qu'en fait, globalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent. On va pas remplir avec des gros programmes qui coûtent cher. Donc en fait, qu'est-ce qu'on met? On met des trucs qui coûtent pas cher. Et qu'est-ce qui coûte pas cher? En gros, c'est du recyclage de trucs qui ont déjà été passés. Et donc on fait la 17e rediffusion de l'épisode de Maigret. Là, on est sûr que tranquille, il y aura pas de risque en termes de finances. Et ça occupe l'antenne, quoi, c'est tout. Ouais, c'est pas mal, ouais. Effectivement, je crois que ça explique assez bien le phénomène. Ouais. Et alors, je saute du coq à l'âne. En matière de. Je me souviens d'un film là, qui vient de remonter dans ma mémoire, justement, à propos d'un truc qui était passé à la télé un soir. Je me souviens de l'adaptation de Minority Report de Kadik. Ouais. Et je me suis dit que ça, c'était aussi. On a parlé un peu de Blade Runner tout à l'heure, mais l'adaptation de la SF, ça avait donné des trucs intéressants. Est-ce que tu te souviens de cette adaptation de Minority Report? Est-ce que quelqu'un l'a vu à part moi? Moi, je l'ai vu, ouais. Et, c'était avec. Comment il s'appelait déjà Oui, il est super connu cet acteur. Comment il s'appelle? Tom Cruise, non? C'est peut-être bien Tom Cruise. C'est pas lui? Oui, je crois. Attends, c'est le mec qui. Il me semble, Tom Cruise, c'est le mec qui joue dans Mission Impossible, non? Les mecs qui ont rien préparé, les mecs ils Ouais, arrivent aux c'est fraises ça, au podcast, ouais. voilà. Non mais écoute, ouais c'est ça. Et bah. Il me semble que c'est Tom Cruise, Ouais, hein, c'est mais, ça. mais c'est ce que j'avais en tête. Et en fait, je m'étais dit, mais bon Dieu, mais quelle merde ce film en le voyant. Genre, je trouve le pitch du bouquin génial, hein, c'est pas la question. Mais par contre, je trouvais que c'était adapté d'une façon qui était molle et sans enjeu, et surtout qui était, tu sais, ça puait. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais ça puait la réalisation des années un peu 2000-2010, tu sais, avec. C'est sorti en 2002. Voilà, tu vois, exactement. Avec ces jeux de lumière un peu qui ont super mal vieilli, etc. Enfin, cette espèce de photo un peu dégueu, typique du début des années 2000, enfin de première moitié des années 2000. C'était bon, voilà, c'était pas formidable du tout. Bah, je crois en fait il y a eu une période entre typiquement 2000 et 2005 où il y a eu une sorte de recul parce que tu as pas mal de productions qui sont passées en digital alors qu'avant c'était sur film. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu pas mal de mauvais choix qui ont été faits. Ouais.
Tout à fait. Parce que c'était pas facile en fait. Techniquement, il y avait des différences, etc. Bah, Mais par exemple, tu prends Bienvenue à Gattaca, qui est un peu un autre classique du même style. La photo n'a rien à voir. Enfin, enfin, il y a quelques trucs cringe, si je me souviens bien. Il y avait quelques incrustations qui étaient un peu douteuses. Mais dans l'ensemble, c'était quand même plus qualitatif que Minority Report. Ouais, c'est vrai que c'est pas le meilleur Spielberg qui l'ait réalisé. Peut-être, Kato, t'auras peut-être envie de nous ramener un peu ta science maintenant, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de films que tu as le malheur de ne pas connaître. Est-ce que tu as envie de nous faire découvrir quelque chose d'intéressant? C'est ça. Je pensais à... je sais pas si vous avez vu La Corde de Hitchcock. Ah oui, bien. Un film... Je l'ai vu il y a longtemps, moi, celui-là. Ouais, moi aussi. Ouais. Un film à l'ancienne, en noir et blanc, qui est vraiment un huis clos qui se passe... c'est censé être un unique plan séquence, mais en fait, effectivement, il y a des petites triches, hein. Et en fait, il mentionne d'ailleurs dans le film Dostoïevski et ce côté crime et châtiment, parce qu'en fait, tout le film, c'est deux amis qui ont commis un crime et en fait qui tiennent un dîner et dans la pièce où ils ont commis le crime, où il y a encore le cadavre encore chaud. Ouais, tout à fait. Et après, ils invitent même leur professeur qui est... avec qui ils ont déjà discuté de cette potentialité de commettre un crime, exactement d'ailleurs comme dans Dostoïevski, avec tout ce passage autour de l'article de Raskolnikov qu'il avait écrit pour légitimer un petit peu les actions des grands hommes comme ça qui pourraient commettre des crimes. Et du coup, ils en parlent même, il y a une référence... Vraiment, au moment où les deux amis parlent à leur professeur, ils parlent de Dostoïevski, Crime et Châtiment, etc. Et donc du coup, moi j'avais vraiment adoré ce film parce que je trouvais que c'était pas juste une adaptation, c'était vraiment juste autre chose, mais qui prenait la même ambiance et les mêmes idées qu'il y avait derrière, un petit peu cette côté de discussion qu'il y avait entre le sentiment de culpabilité, parce que entre les deux amis, il y en a un qui se délecte vraiment de la situation, qui adore ce qu'ils sont en train de faire, qui adore jouer comme ça il change la table sur laquelle ils vont manger pour prendre l'endroit où est dissimulé le cadavre. Enfin bref, il en joue. Et l'autre est complètement en stress, complètement accablé de la culpabilité en fait. Et donc du coup, ils discutent vraiment des thèmes du roman. Ils en font même référence. Mais pour autant, c'est pas une adaptation directe. Et moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant. C'est super malin comme remarque. Effectivement, tu as pas mal de textes qui s'inspirent indirectement d'œuvres littéraires, enfin indirectement ou plus ou moins indirectement, mais en les citant quand même, mais en les refaisant à leur sauce. Moss, est-ce que tu as quelque chose à en dire? Oula, alors non, j'ai pas d'exemple en tête, mais je trouve effectivement, enfin, il y a toute une culture en fait des références croisées entre les films, même des films qui citent d'autres films en s'en inspirant, ouais, c'est vrai, comme ça. si, etc. Et je trouve que c'est intéressant d'une manière générale comme procédé parce que ça permet de faire vivre en fait une culture et de jouer avec des références. Tout ça, c'est intéressant. J'en ai pas là en tête qui me viennent spontanément. Je me rappelle, je crois qu'il y avait un film qui avait été monté. Il y avait des gars qui s'étaient lancé le défi de faire un montage, tenir un film policier juste en reprenant un ensemble, un patchwork de films qui avaient déjà été sortis et en coupant et en refaisant du montage. C'était pas Le Grand Détournement ou un truc comme ça? C'était pas ça? Je sais plus le titre. Moi, je l'ai plus. Là. Ok. Mais les gens nous fact-checkeront. Ouais. Et je suis sûr qu'on aura des commentaires en dessous pour nous dire comment vous avez oublié le nom de ce film. Voilà. Alors, c'est marrant parce que moi j'ai un exemple, mais qui est pas un exemple parfait, mais qui est un truc un peu inclassable. C'est le film. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Edmond, le film, si je me souviens bien. C'est qui s'adapte de Cyrano, voilà. Mais de manière un peu lointaine. Alors, oui, parce que je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en fait, c'est le film. Ils ont fait un film sur Rostand en train de mettre en scène la première de Cyrano qui avait tout pour être calamiteuse, à tel point que Rostand s'était excusé auprès de l'acteur principal en lui disant franchement je sais pas pourquoi je t'ai emmené dans cette galère, ça va être un four pas possible, on va se faire huer par le public, etc. Et ça a été ça a été tellement merveilleux que Rostand a reçu la Légion d'honneur entre l'acte 4 et l'acte 5, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu le temps de lire sa pièce avant de l'avoir. Et donc si tu veux cette histoire qui est complètement romanesque avait donné lieu à un film qui était lui-même conçu sur des modalités théâtrales, c'est-à-dire qu'il était mis en scène, il était oui, mais alors attends, présenté parce comme avant comme d'être ça. un film, c'était une pièce de théâtre en fait.
Moi, j'étais allé voir la Ah, il pièce y a eu de une pièce de théâtre théâtre Edmond, encore avant. Ah, ça explique peut-être pourquoi le film qui est comme avait ça. eu des Molières et des je sais plus quoi. Enfin, oui, non, c'est. Putain, Il y a déjà eu une. Le truc est En infiniment fait, méta. c'était une pièce de théâtre qui était transformée en film. Mais Ok, d'accord. C'est ça l'histoire. Donc il y a eu un vrai Cyrano de Bergerac qui était un écrivain, qui est devenu des années plus tard une pièce de théâtre, qui est devenu des années plus tard une pièce de théâtre sur une pièce de théâtre, qui est devenu des années plus tard un film sur une pièce de théâtre sur une pièce de théâtre sur un mec qui a vraiment été un écrivain. Ça c'est méta là quand même, tu vois, ça c'est là j'avoue que je pensais pas que mon exemple était aussi intéressant finalement. Toi, Cato Minor, quand tu cherches des films pour en parler avec ton audience, pour ramener des gens vers de la littérature, etc., comment tu choisis en fait les films qui t'intéressent? C'est à l'applaudimètre, c'est à l'audience, c'est les réactions qu'ils génèrent, les films un peu controversés. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens, ça, j'ai envie de le prendre et là, on va faire un banger, comme dirait notre ami Hussard. Un banger. Oui, effectivement, déjà, il faut que ce soit un truc connu parce que, comme j'ai dit, mon approche, c'est un peu l'emballage et du coup, il faut que, c'est-à-dire essayer de rendre la littérature un peu cool, quoi. Que les gens, ils aient envie de cliquer et qu'ils cliquent d'abord sur quelque chose qu'ils aient envie de cliquer. Et du coup, ça, c'est le critère numéro 1, c'est que ce soit un petit peu culture populaire, quoi. Parce que si j'essaye de rendre un auteur sexy en prenant un film dont personne n'a entendu parler, ça marche pas. Donc il faut que ce soit un peu un classique. Mais après, le plus important, c'est effectivement le lien qu'il y a à faire. Et justement, on parlait des films qui sont un peu librement inspirés, qui sont pas des adaptations directes. Et j'avais fait une vidéo sur le personnage du Joker, qui est donc inspiré pour moi, très, très inspiré du personnage de l'homme qui rit, de Gwynplaine. Ouais. Mais c'est avéré ça d'ailleurs. Je crois que ça a été reconnu par les Américains. C'est avéré, oui. Ouais. Oui. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait eu une adaptation de l'homme qui rit dans les années 30, je crois, un film qui s'appelle L'homme qui rit. Et en fait, le personnage du Joker... C'est quoi le nom en anglais, est-ce que tu sais? Est-ce que c'est The Man Who Smiles? Oui, c'est The Man Who Laughs. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, ok. Ouais. Et ils ont vraiment fait un film, mais c'était un film muet à l'époque. Noir et blanc, et il y avait l'acteur principal qui avait ce grand sourire, etc. Et apparemment, les créateurs du Joker, ils sont vraiment inspirés de ce personnage, de l'acteur à la base. Mais du coup, il y a aussi ce côté, je trouve que, notamment dans le film Joker, quand il apparaît tout seul, donc pas avec un Batman, là, il y a ce côté un petit peu qu'on retrouve dans L'Homme qui rit, qui était à la base la série un peu politique de Victor Hugo. Hein. C'était pour dénoncer... Voilà, et il avait bidé sur ce roman. Hugo, il avait bidé, parce qu'il avait été trop exigeant. Mais parce qu'il est très trop exigeant ce bouquin pour les gens de l'époque. Il est très, et puis il fait des digressions avec beaucoup de jargon et tout ça, des digressions qui n'ont aucun rapport sur les lords anglais, etc. Mais qui sont fausses en plus. Genre, si tu t'amuses à les détricoter, non mais il le sait lui-même, il te troll en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il va ouvrir une porte pour rentrer dans une pièce, 300 pages de digression sur la monarchie anglaise en passant par tous les États, dont la moitié sont des élucubrations de Hugo en exil à Guernesey qui s'emmerde entre deux levrettes claquées sur Juliette Drouet. C'est ça, c'est concrètement ça, tu vois, le cœur de cette affaire. Voilà. Non mais et oui, non mais c'est quand même un très bon roman. Moi j'adore L'Homme qui rit. Moi j'avais adoré aussi, mais c'est vrai que des fois il y a même, je me souviens qu'il y avait un chapitre où il y avait plusieurs pages où il faisait juste une liste de lords anglais avec leur nom de domaine. Les domaines, etc. Et qui n'avaient vraiment... Il faisait ça, il faut le dire aux gens qui n'auraient pas lu. Il faisait ça parce qu'en fait, il cherche à lister et à faire se rendre compte de l'opulence dans laquelle vivent une minorité de la population des lords, justement à cette époque, par rapport à la grande misère, à la misère catastrophique dans laquelle vivent les pauvres, qui vivent dans une chariote itinérante tirée par un gros loup, quoi, enfin une espèce de chien loup, quoi. Et qui sont estropiés même par les éléments, parce que je veux dire Gwynplaine, bon lui il a été estropié par les contrebandiers, mais sa compagne Dea elle a perdu la vue parce que elle a été prise dans une tempête de neige et que ça s'est mal passé. C'est au début du bouquin, et donc effectivement t'as tout un travail dessus qui a été bien fait par Victor Hugo, mais qui a été rendu étouffant. Je crois même d'ailleurs que c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit: mon tort sur ce roman, c'est d'avoir voulu un lecteur qui était philosophe à chaque page. Effectivement, parfois, il faut juste que le plaisir du texte emporte un petit peu les choses. Il s'est bien repris après avec 93. Hein. Comment tu l'avais interprété, toi, Joker? Parce que c'est marrant, moi, je l'ai beaucoup vu interprété dans la sphère
qu'on appellerait masculiniste, comme étant une sorte de dénonciation du statut d'incel qui pourrait se révolter, etc. Je serais curieux de savoir comment toi tu l'avais perçu, ce film. Alors là, moi, je l'ai pas vu du tout comme Moi ça. non plus. Hein. Ouais, non, mais j'en doute pas absolument Je pense pas, que les en mecs fait, sont hein, fous. Hein. Arrêtez-vous, les gars. C'est- Mais du coup, je l'avais plus vu sous ce côté plutôt politique, révolte contre les puissants, un peu cet homme lambda qui était complètement oublié, qui est juste qui est un peu effacé, qui a envie un peu de son heure de gloire, mais et qui va un peu mettre le feu aux poudres sans vraiment projet concret, sans vraiment alternative, mais juste histoire de foutre un peu le bordel parce que c'est un trop-plein, c'est... Enfin, Ouais, Est-ce que ce serait pas la colère de Nicolas, 30 ans à qui- ça reste qu'on peut à en qui- parler. Ah oui, à qui on a tout pris. Alors, en fait, est-ce que tu avais dit, Kato, dans ta vidéo, qui était vraiment excellent, c'est que en fait, le personnage du Joker s'appelle Arthur Fleck. Et donc, si on prend son initiale, ça fait a Fleck. Et a Fleck en anglais, est-ce que tu veux nous expliquer la fin de cette théorie? Parce que je te la rends, elle est à toi quand même. C'est ça, ouais. Eufleck, ça veut dire une tâche, donc ou quelque chose qui, en fait, oui, c'est une tâche, c'est un parasite un petit peu, et donc pour moi, c'était fait exprès qu'il l'ait appelé comme ça, parce que d'ailleurs, on ne sait pas vraiment le vrai nom du Joker, et donc c'était juste une sorte de métaphore pour dire que c'était juste un point perdu un peu dans l'immensité de l'humanité et qui s'était un peu écrasé par cette société et qui s'est révolté quand il s'est enfin allumé un peu aux yeux du monde. Ouais, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Alors pour le coup, on est à l'opposé de Nicolas, 30 ans, qui paye tous les impôts du monde, parce qu'on n'est pas sur un parasite du tout avec Nicolas. En revanche, Nicolas me fait faire le lien avec un film, je sais que tu apprécies beaucoup, Moss, et moi, une auteure que j'apprécie beaucoup, puisque je suis obligé d'en parler maintenant, c'est contractuel, je suis obligé d'en parler à tous les podcasts, c'est Ayn Rand, puisque il y a eu des adaptations de ces romans, donc The Fountainhead, La Source Vive, et puis La Grève. Putain, quelle horreur ce titre. La Révolte d'Atlas, voilà. Je sais que tu avais vu le film sur La Source Vive, qui est un film en noir et blanc de 1949, si je dis pas de bêtises. De King Vidor. Oui. Mais oui, mais bien sûr. Et alors est-ce que Évidemment. tu peux donner envie aux gens d'aller voir ce film? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah écoute, comment dire, enfin, pour moi c'est un des films en noir et blanc les plus beaux du noir et blanc tout court. Enfin franchement, il est dans mon Ouais, panthéon. la photographie, elle est des meilleurs impressionnante. films en noir et blanc. Ouais, tout à fait. Parce que tout est pensé en noir et blanc en fait. Si tu veux, c'est ça pour le coup, ça se voit un petit peu. C'est-à-dire que les costumes sont toujours en noir ou en blanc en fait. C'est pas des nuances de gris. Tu sais pas, si tu veux, cette espèce de noir et blanc un peu grisâtre, sans contraste et tout, c'est un noir et blanc très brutal où tout est soit noir soit blanc. Et donc vraiment de ce point de vue-là, c'est une expérience en tant que telle. Bon, il est en 4 tiers, enfin en format un peu carré là, comme les films de l'époque, mais honnêtement, je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Et en plus, il me semble que la narration est quand même très bien menée, même si le film a l'âge qu'il a. Je veux dire, on s'ennuie pas vraiment. Enfin, il y a quand même un bon rythme. Et en gros, on suit un architecte. Alors, c'est très amusant parce que autant je suis d'accord avec plein d'aspects du livre et je trouve la thématique intéressante, autant le style d'architecture qu'il défend, moi, m'a jamais parlé. Oui, c'est drôle. Je sais C'est drôle. C'est très marqué dans le temps en fait pour le coup. C'est vraiment Rand qui avait cette vision-là au moment où elle l'a fait, je pense. En gros, c'est un espèce de proto-brutaliste avant l'heure qui essaye de faire une sorte de nouvelle vague en termes de design architectural avec des bâtiments très simples, très droits, très utilitaires et qui s'oppose à toute une sorte de tradition qui ressemblerait un petit peu à l'Empire State Building, si vous voyez, en fait, ces espèces de trucs à moitié Tu l'as tellement bien dit. Tu veux pas nous le refaire là, le Empire State Building, you know? Magnifique, magnifique. I went to the Empire State, you know. Ok, vas-y. Bref, et en fait, c'est cette espèce de mélange entre modernité et classicisme qui était un peu la norme dans l'architecture américaine des années 20-30. Et donc lui, il arrive et ce qu'il veut faire, son rêve, c'est de faire des trucs simples, carrés, presque un peu le Corbusier, mais enfin voilà. L'horreur, Bon, quasiment le nazisme. Quasiment le nazisme. C'est là où moi perso j'ai un peu du mal. Ouais, parce tout à que, fait, je suis d'accord. En fait, il m'est très sympathique par plein d'égards ce garçon, mais j'avoue que ce style de bâtiment ne me parle pas du tout. Ouais. Et donc en fait, il est incompris. C'est vraiment le prototype du héros
à la Ayn Rand, c'est-à-dire le génie incompris. L'individualisme, par la masse. ouais, c'est ça exactement. Et donc qui est prêt, lui, à faire, donc en l'occurrence, il est prêt à aller dans une carrière de pierre pour casser des cailloux, plutôt que de se prostituer en mettant son nom sur des bâtiments dont le style ne lui plaise pas. Et donc, en fait, c'est ça qu'on suit jusqu'au moment où il y a cette espèce de révolte finale où il s'est fait voler. Alors, je divulgage. Oh mon Dieu, les gens ne sont pas prêts. Je Attends, tu sais que j'ai divulgage. sorti une vidéo il y a pas si longtemps sur Ayn Rand, c'est-à-dire que statistiquement, tu as des centaines de gens qui doivent être en train de le lire, peut-être au moins des dizaines, qui doivent être en train de lire le bouquin d'Ayn Rand. Donc en fait, peut-être que tu vas leur gâcher la surprise et que tu vas leur leur envie. Or, c'est un pavé. Voilà. Sautez les 2 prochaines minutes si jamais vous l'avez pas terminé. Voilà, je vous ai prévenu. Donc en fait, il se trouve que par le hasard des choses, l'une de ses conceptions va être récupérée par un collègue à lui et que en fait, ça va être transformé en quelque chose qui ne lui plaît pas et qu'il va donc aller dynamiter nuitamment, ce qui va bien sûr conduire à son arrestation et à un procès. Et donc ce procès, c'est un peu le thème classique, encore une fois très Ayn Rand dans le texte, quoi. C'est l'individu qui se dresse contre la foule en disant voilà, j'ai raison, vous avez tort. Pour vous dire que vous avez tous tort et même si vous êtes des millions, c'est quand même moi qui ai raison. Voilà. Ouais. En gros, c'est ça. Et bon, ça se termine par une scène avec un travelling vertical vertigineux sur un bâtiment gigantesque parce qu'à la fin, il gagne, bien sûr. Donc, à la fin, on arrive sur une sorte d'ascension phénoménale où on le voit en haut, au sommet de New York. Et c'est lui qui vient de construire le plus haut bâtiment de la ville, etc. Bon, voilà. C'est terminé, vous pouvez réécouter le podcast à partir d'ici, même si... Non mais écoute, c'est bien, je suis très content que tu en aies parlé parce que c'est un film qui a... je crois qu'il a beaucoup plu à son époque, il a eu un très gros retentissement parce qu'aussi le sujet résonne avec des valeurs de la société américaine et c'est vraiment... c'est bien qu'on ait pu en parler, franchement, c'est allez lire Ayn Rand et allez regarder ce film, il est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé un peu pour illustrer certaines portions de vidéos sur la chaîne, donc il a vraiment une très belle photo et il a bien vieilli, donc voilà, j'engage les gens à aller le voir. Et honnêtement, c'est un peu le genre de film, enfin moi ce que j'aime bien dans ce type de film, c'est ce côté avec le message un peu à la fin. Franchement, c'est un film qui donne la pêche, quoi. Enfin, je veux dire, un type qui te dit, voilà, moi, tout le monde me dit que j'ai tort, et en fait, vous voyez, c'est moi qui ai raison à la fin. J'avoue que parfois, on ressent tous des frustrations dans la vie de tous les jours, etc. Et avoir un film qui te dit, non, en fait, c'est pas parce que des gens te disent que t'as tort que t'as forcément tort. De temps en temps, ça donne un peu la pêche, tu vois. C'est un peu le contraire du cinéma français qui parfois est un peu morose, déprimant, ça, c'est le côté français, c'est le côté mal du là, siècle. C'est le côté plutôt, voilà, on te donne la pêche et on te donne envie d'aller te battre, quoi. Ouais, exactement. Messieurs, je crois que nous approchons doucement du terme de ce podcast. Est-ce que peut-être, Kato, est-ce que tu aurais envie peut-être de nous teaser un petit peu sur des vidéos qui seront en préparation sur ta chaîne, sur des films que tu regarderais, sur des choses, ou alors pas du tout, ça se fait complètement au fur et à mesure. Est-ce que tu as envie d'en dire un mot pour les Happy Few qui ont supporté le résumé de Moss et qui maintenant sont prêts à écouter de façon complaisante ton emploi du temps des prochaines semaines? Fais-nous rêver. Oui, effectivement. En plus, je vais peut-être te faire rêver même parce que y a un livre que tu m'as fait lire parce que tu avais dit que c'était ton livre préféré. Est-ce que tu vois lequel je parle? Alors, il y en a beaucoup qui peuvent prétendre être mon livre préféré, mais ça doit être Un roi sans divertissement de Giono, j'imagine. Exactement, ouais, exactement. Et du coup, j'ai pensé à une idée de vidéo qui parlerait de ce livre parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, il est incroyable, hein. La narration elle est folle, hein, franchement, dans ce bouquin. Exactement, ouais. Et en fait, j'aimerais le lier à Breaking Bad. Je ne sais pas si vous avez vu la série Breaking Bad. Je vois très bien ce que tu veux faire et c'est une excellente idée. Ah, c'est une excellente idée. Alors ça, c'est la vidéo, frérot. Je serai là. donne le jour et l'heure et je serai là. Parce qu'effectivement, c'est un très très bon... tu peux le rapprocher à plusieurs égards de Breaking Bad. Alors, il n'y a pas de Met chez Giono. Il n'y a pas de trafic à la frontière mexicaine avec Heisenberg. Mais effectivement, la dynamique des personnages, de certains personnages peut être rapprochée, effectivement. Je vois très bien où tu veux aller. Voilà, donc ça c'est... et en plus,
J'avoue que moi je suis pas très série pour le coup, mais Breaking Bad j'ai vraiment adoré Ouais, c'est pour le coup. magnifique. Donc c'est Même le livre. l'épisode de la mouche, le fameux. Ah, il clip celui-là. Allez, même l'épisode de la mouche. Mais tu sais, l'épisode de la mouche, c'est même pas un des plus pénibles à regarder en vérité. Parce que, je veux dire, tous les épisodes où sa femme le cuck sont beaucoup plus agaçants à regarder que l'épisode de la Mais je mouche. trouve que le personnage de la femme et de Skyler, du coup, est très bien construit à cet égard-là, parce on arrive à la détester alors qu'elle a une position tout à fait raisonnable, Ouais, finalement. non, mais attends, Et je- enfin, tout à fait raisonnable. Enfin, Bah, quand même, c'est une pute. Hein, je crois que on peut quand même le dire. À un moment donné, voilà. Non, par contre, non, mais je vois ce que tu veux dire. Elle est beaucoup plus réaliste que lui par rapport à la gravité de ce qui est en train de se passer. Mais tu sais, c'est marrant parce que je crois que l'actrice, elle avait dit qu'après, elle se faisait gifler dans la rue par des randoms qui passaient. Genre elle pouvait plus trop sortir dans les premiers mois qui avaient suivi la série, tellement sa perf est réussie, tu vois, dans le truc. Ouais, Les gens, enfin, c'est des Américains, quoi. Ils pouvaient plus faire la distinction entre, entre le film et la réalité, tu vois. Bah écoute, en tout cas, merci Kato Minor de nous avoir fait ce teaser d'exclusivité sur ta chaîne. Encore une fois, je pense que ce soit le Hussard et moi, on viendra visionner ça avec plaisir. Ouais, t'as une date de sortie déjà ou pas encore? Pas encore, non. J'aimerais bien faire quelque chose de bien, donc je vais prendre mon temps. Ce sera tu prends le plutôt, je dirais début avril. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, tranquillement. Là, t'as le temps de prendre des notes sur chaque épisode, là. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? La productivité les droitards productifs, là, qu'est-ce qui se C'est passe parce là, que vous j'ai attendez d'autres vidéos 3 en mois pour attendant. faire une vidéo? Ah, d'accord. Bah, on espère que tu auras du bon contenu et que tu seras régulier. Parce qu'en plus, toi, tu as fait une bonne croissance sur YouTube. Tu as fait donc 12 000 là, déjà, rien que sur cette première année. C'est bien. Franchement, continue comme ça. Hein. Moi, je veux des gens qui parlent de littérature à 100 000, 200 000 sur YouTube. Hein. Ce serait beau, ce serait beau. Bah, ce serait beau. Et moi je fais le pari que le public il est là, tu vois. Je pense pas qu'il y ait de littérature française et puis ça aller à 1 million, 1,5 million, ça je pense pas. Mais par contre, aller à 100 000, à mon avis, c'est faisable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste être régulier, obstiné et labourer son champ. Et voilà, je pense que les gens kifferont. Voilà. Donc j'encourage les gens qui écoutent ce podcast à aller voir ce que tu fais et si ça leur plaît, à s'abonner parce qu'il y a des choses assez cool. Je mettrai, si vous regardez cet épisode sur YouTube, je mettrai le lien vers la chaîne de Kato en description. D'ailleurs, Kato Minor référence donc à Katon. Est-ce que tu as envie de nous dire un mot? Pourquoi tu as choisi ce nom? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que là, j'ai quand même 2 youtubeurs qui ont des noms d'origine latine. J'étais en train de me faire la même remarque. C'est intéressant. Est-ce que tu as envie de nous en dire un mot? Ouais, c'était dans ma période où je lisais. Bah, j'avais lu, je crois que je venais de finir de lire Les Mémoires d'Adrien de Yourcenar. Ouais. Et du coup, j'avais cette fascination pour cette période de l'histoire, quoi. Et du coup, j'avais regardé pas mal de trucs et ça m'était revenu en mémoire cette histoire de Caton le Jeune, et notamment de son c'est ça, ouais, de son suicide, qui est quand même très célèbre. Tout à fait. Et que j'avais lu la première fois, je crois que c'était quand je lisais Sénèque qu'il mentionnait ça, et je me souviens que je m'étais renseigné sur cette histoire parce que ça me paraissait un peu être une légende. Et du coup, je m'étais renseigné sur le personnage et je trouvais que c'était intéressant. Et c'est de là qu'est venu le nom. J'avais regardé sur YouTube, personne s'appelait trop comme ça. Je trouvais que le nom aussi sonnait bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il est facilement reconnaissable. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Et en plus, je connaissais Moss My Hero, parce que je te suis depuis un moment, bien sûr. Et c'était un petit peu lié aussi parce que Kato Minor, donc c'est le fils de Kato Mayor, qui était un des derniers défenseurs du fameux Moss My Hero. Ouais. Alors là, c'est bien, on a vraiment perdu tous les abonnés. Là, ça y est, vous avez parlé latin, messieurs. Les mecs qui sont venus, ils pensaient qu'on allait parler de Drive, tu vois. Et en fait, on est parti dans une. Mais Drive, c'est pas tiré d'un roman, si. Il y a eu un roman avant. Non. Parce que putain, j'aimerais voir vu comment le personnage parle pas, j'aimerais voir la gueule du roman, hein, si tu veux. C'est un cahier de coloriage le truc à ce niveau-là, avec beaucoup de rouge, quoi. Et ben écoutez, messieurs, ça aurait été un plaisir de discuter avec vous. On vous rappelle donc d'aller vous abonner à la chaîne de Kato, d'aller acheter des bouquins chez Moss aux éditions Carmin, notamment le Thomas Sowell, mais pas que, et de passer sur la Giberne pour faire le plein de littérature de qualité. Profitez-en parce que sinon dans 20-30 ans il n'y en aura plus et ce sera pas la peine de dire je m'excuse maître Yoda. Voilà. Messieurs, est-ce que vous avez un mot pour la fin, ou est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, ou est-ce que on coupe le podcast là comme des bâtards?
Non, je crois qu'on peut couper le podcast ici. On est bon. Et ben un plaisir. À la semaine prochaine tout le monde.